Cette semaine, à Sportneuf-Laval, on parle de patinage artistique en compagnie de notre invitée Andréane Ballard. Mais avant de commencer, saviez-vous ça, vous, que le patinage artistique a été reconnu comme étant une discipline olympique, et ça en 1908? Saviez-vous ça, vous? Ça fait quand même bonne période de temps. Une bonne période plus de 100 ans. Oui, plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Et par ce jeu de mots un petit peu quétaine, non? Est-ce qu'on dirait ça? Je vous introduis le sujet de la semaine, c'est-à-dire la gestion du temps. Et on a l'honneur de parler de ça avec Andréane. Bonjour, Andréane. Allô. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Très bien. Oui, Merci. ça va. Comme Michel disait, bienvenue chez nous, bienvenue dans nos nouveaux studios. On veut parler de gestion du temps avec toi parce que tu es une athlète, oui, tu fais du patinage artistique depuis l'âge de 4 ans, mais tu fais d'autres choses dans ta vie, là, tu fais pas juste ça. Donc, tu vas à l'école, tu travailles, tu as un horaire du temps assez chargé. Oui. Donc, quel est ton secret, là? Comment est-ce que tu fais ça pour gérer ton temps? En fait, mon meilleur ami, c'est un agenda. OK. Je peux pas vivre sans mon agenda, puis je cédule tout. Toutes mes journées sont cédulées, il y a quelque chose à chaque jour, puis sans mon agenda, je veux rien faire. C'est vraiment avec ça que je me... Tu planifies tout à la Je planifie tout, c'est ça. Donc, il y a une organisation, il y a une structure qui est importante pour que tu te permettes de faire tout ce que tu vas Oui, faire. mais en fait, j'y vais par session d'école. OK? Par rapport à mon horaire d'école, par rapport à mon horaire à mon travail, puis c'est là que je cédule où est-ce que je vais avoir le temps de tout faire mes choses. OK. Tu me disais un petit peu plus tôt que si c'est pas dans ton agenda, tu le fais pas. Donc, concernant tes entraînements, il faut absolument que tu cédules, par exemple, ton entraînement le matin. Il faut que ce soit inscrit dans ta planification horaire. Sinon, tu n'iras pas parce que tu manques de temps ou parce que la volonté n'est pas là? Ou... Bien, pas la volonté, mais mettons que je préférerais rester couché un petit peu plus longtemps. Si je le cédule pas, j'irai pas. Comme aller au gym, c'est la même chose. Si, comme là, j'y vais avec une amie, c'est ça le secret aussi pour aller au gym. Si elle y va pas, j'irai pas. Fait que je préfère tout céduler, sinon. Planifier. Il y a une certaine... Ouais. Pour avoir une planification. Il faut que ça soit fait le matin aussi. Parce que moi, le soir, quand j'arrive chez nous, il n'y a plus rien à faire. Fait que je fais toutes mes affaires le matin. Donc, il y a une planification qui est faite dans tes activités, mais il y a aussi une considération, justement, de quand est-ce que toi, ça te tente plus, ou quand est-ce que c'est plus facile pour toi de faire certaines choses. Bien, moi, je suis quelqu'un qui est très matinal. OK. À partir de 8 heures le soir, il n'y a plus rien qui se passe. Je suis même étudiée, il n'y a plus rien qui se passe à partir de 8 heures. Fait que je commence ma journée tôt, fait que j'ai plus de possibilités dans ma journée de faire plus de choses. OK. Est-ce que tu penses que cette planification-là te permet d'être justement, en étant plus organisée, d'être moins nerveuse, moins anxieuse, d'oublier quelque chose, de ne pas penser à quelque chose? Bien, je suis pas très stressée. Non? C'est pas des choses qui me stressent, donc ça m'aide juste comme à vraiment céduler ma semaine puis à voir que tout est bien fait. Ça me déstresse pas d'avoir à tout planifier. Après ma barre, tu n'es pas quelqu'un qui est nerveux. Non, vraiment Tu n'as pas. pas une personnalité nerveuse comme telle. Non, je suis vraiment pas quelqu'un de nerveux. Parlons de la gestion du temps. Donc, on le sait, ton agenda, c'est ton meilleur ami. Côté compétition, comment est-ce qu'on gère les pratiques, l'entraînement quand il y a une compétition qui s'en vient? Est-ce que c'est différent? Bien, quand il y a une compétition, mettons que j'ai une compétition de fin de semaine, je vais aller peut-être pratiquer plus souvent dans ma semaine parce que moi, c'est vraiment comme à court terme, là, je vais me minder là, encore plus avant. Fait que je vais peut-être abandonner le gym cette semaine-là, puis je vais aller plus souvent. Je vais peut-être aller voir 5 fois patiner dans la semaine parce que je veux toujours être meilleure, puis je me sens jamais assez prête. Je veux toujours être encore, tu sais, donner ta performance maximale, c'est la ça. capacité maximale. J'essaie tout le temps d'être la meilleure, puis sinon, ça marche. Est-ce que tu penses que, justement, tu arrives à un certain point où tu es assez prête? Non, jamais. Jamais? Je suis trop difficile sur moi-même, en fait. Quand je termine une compétition, je suis jamais contente. Je trouve tout le temps quelque chose que j'aurais pu faire mieux, puis j'essaie... Le monde autour de moi, il me dit « C'était bonne, c'était super! » Mais moi, je trouve tout le temps quelque chose. « Ouais, mais là, j'étais en avance, ou là, j'ai pas fait ça comme il faut, j'ai failli perdre l'équilibre. » Mais on n'a pas vu, mais c'est pas grave. Moi, je le sens dedans de moi, puis ça m'énerve un peu. Une évaluation ça, personnelle. Je suis sévère sur moi-même. OK. C'est pour ça que j'essaie, avant de pratiquer encore plus, puis d'y aller le plus souvent possible. Puis c'est pour ça, dans le fond, que je vais plus souvent. OK. Puis dans la dynamique où tu organises, où tu structures, qu'est-ce qui se passe si ça se passe pas comme c'était prévu?
Tu sais, je sais pas, moi, le matin, je dois aller au gym, mais mon dans le ami, trafic, ou mon peu ami, importe. sa voiture part pas, fait qu'elle vient pas me chercher. Ou moi, des problèmes avec ma voiture, est-ce que c'est une source de... Ça peut être une source de stress Oui. à ce moment-là? Oui, si une journée avant, mettons, je compétitionne la fin de semaine, puis le vendredi, je peux pas y aller, là, je vais être stressée. Je vais angoisser à l'intérieur de moi parce que je vais pas être vraiment prête, je vais pas avoir fait ma dernière pratique véritable avant ma compétition. OK. Donc, il y a quand même un élément, justement, dans ta préparation où ça peut, si ça se passe pas comme prévu, ça peut déclencher une certaine nervosité ou un certain stress. Oui, parce que, mettons, en compétition, en pratique, si je manque, je tombe, je perds l'équilibre à une place, quand que je vais dans mon solo, là, je vais être stressée à cette place-là, de le manquer encore, ça va me Ça monter. revient. C'est ça. revient à la C'est un surface. stress, c'est un plus gros stress. Fait que si j'ai pas le temps, en plus de pratiquer ma dernière journée, là, je vais être encore, tu sais, ça va me monter en pleurs. Je vais être encore plus angoissée, en fait. OK. Comment est-ce que tu vas gérer cette angoisse-là? Est-ce que, par exemple, avant ta compétition, tu vas visualiser ta routine? Est-ce qu'il y a un repas particulier? Il faut que tu manges? Il faut pas que tu brises ta routine? Moi, je suis bien routine, Pour là. vrai? T'es Ouais, est-ce que c'est une superstition, on pourrait dire? Ou... Un petit peu, mettons. Comme avant les compétitions, je vais toujours manger des pâtes, quelque chose tu sais, OK. qui est soutenant. C'est comme le repas classique de tous les athlètes. De tous les manger des athlètes. pâtes, hein? Quand je m'en vais à l'aréna, je fais jouer mon solo, la musique, OK. tout le long du trajet. Puis là, je me fais mes mouvements. Je fais juste danser, juste me déstresser. Je fais ça. Puis quand j'arrive, ma coach, elle le sait. T'sais, elle fait tout le temps la même affaire. Puis elle me fait faire le trajet sur la glace puis les affaires. Parce que sinon, je vais être mélangée. Puis Andréane, où tu commences, puis où tu fais ces choses-là. Puis comme ça, assez comment me déstresser rendu là. Puis j'ai aussi j'ai une espèce de toutou que je garde. Ma tante, elle m'avait donné ça à un moment donné. Elle m'avait dit que c'était un toutou de chance. Fait que moi, j'ai mon toutou de chance. Puis il y a à peu près 250 000 pins dessus de compétition que j'ai faites. Puis je la donne tout le temps à la fille, à ma coach. Puis je dis, c'est toi qui le prends. Puis tu frottes. Puis à toutes les fois, si je l'ai pas, là, je me sens pas bien. Là, tu sais, j'aime mieux l'avoir. On dirait que... Fait que je suis bien routine, puis faut pas que ça soit différent. Donc, il y a une certaine perspective de routine, mais aussi un peu, comment tu disais tantôt, de champ de superstition oui. qui est relié à la performance. Oui, vraiment. Est-ce que tu as une prochaine compétition qui s'en vient, là, que tu es en train de te préparer mentalement pour ça? Ou, Oui, j'ai une compétition bientôt au mois de février à La Chute. OK. Je vais aller aussi aux championnats provinciaux. Puis, je suis en train de vérifier s'il n'y en a pas d'autres dans le coin, dans le fond. Pouvoir t'inscrire. Bon, on va avoir la chance de parler de tout ça un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, restez des nôtres. On aborde ça tout à l'heure. Ici Stéphane Duchamp pour les nouvelles du sport. On commence avec le hockey. Laval a acquis l'homme fort Sébastien Laferrière et l'attaquant Olivier Daunet et des choix de 7e et 10e ronde au repêchage 2015. Et les Prédateurs ont cédé aussi David Lacroix et Vincent Arsenault à un choix de première ronde au prochain repêchage des Éperviers de Sorel. Le directeur général Hugo Lazignan est très heureux de cet échange. Il dit que Laverrière est un dur à cuire et sera un tough pour l'équipe. Et en même temps, Daunet, un gars de Lachenay qui est une petite peste et qui ajoutera de la profondeur à l'équipe. Et c'est important de mettre la main sur un gars de chez nous. Même s'il n'a pas joué en raison d'un conflit contractuel cette saison, les Éperviers, Sébastien Laferrière a jeté les gants et cumulé 302 minutes de punition la saison dernière. Pour sa part, Daunet a récolté 21 buts, 44 passes et 105 parties dans la Ligue nord-américaine de hockey. Chronique nutrition de la semaine avec Marie-France Lalancette, nutritionniste. On parle de mon sujet favori. Oui, on parle de chocolat cette semaine avec la Saint-Valentin qui arrive à grands pas. Bonjour Marie-France. Bonjour Sarah. Alors aujourd'hui, on parle de chocolat. Je suis très contente. J'aimerais ça que tu me dises si c'est vrai qu'un chocolat par jour, c'est bon. OK, oui, parce que le chocolat, ça a été boudé, je dirais, dans les dernières décennies. En tout cas, ça fait un petit bout, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu effectivement, depuis que l'humain est humain, même on vénérait le chocolat pour ses propriétés. OK. Alors,
pourquoi, en fait, qu'on dit que le chocolat est pas bon? C'est peut-être parce qu'on en a fait un usage un petit peu chimique. Hein? Il y a beaucoup de produits qui ont été utilisés avec le chocolat. On a des tartinades de chocolat, on a des Chip-Its, on a toutes sortes de choses comme ça. Mais en fait, le chocolat en soi, à l'état pur, le cacao, donc, si on parle, les pastilles de chocolat sans qu'on lui en rajoute rien, à l'état naturel, c'est un très bon antioxydant. Ça serait 2 à 3 fois plus antioxydant que le thé vert et 2 fois plus antioxydant qu'un vin rouge. Alors, ça a quand même une propriété comme ça assez intéressante. En plus, on sait que ça a une bonne source de magnésium, une bonne source de phosphore. Et aussi, dans le chocolat, il y aura un effet qui est différent des autres gras saturés. C'est un gras saturé qui n'augmenterait pas le mauvais cholestérol, ne diminuerait pas le bon, donc avec un effet antiplaquettaire qui pourrait réduire la formation de cailloux. Alors, donc, quand il y a même des quelque chose bienfaits. d'intéressant. Mangeant du chocolat, tu me donnes envie de manger du chocolat. Je t'écoute, continue. Alors, voilà. Alors, c'est sûr que quand on prend du chocolat, c'est du chocolat sans les substances laitières modifiées, sans tout ce qu'on peut lui ajouter. Le sucre ajouté aussi. Si on ne veut pas avoir, finalement, ces autres ingrédients-là qui cancellent les effets du chocolat. Alors, on utilise un bon chocolat, un cacao noir de préférence. C'est prononcé, là. Oui, puis on essaye de l'utiliser avec parcimonie, mais on peut l'utiliser tous les jours, finalement. Alors, moi, mon truc, ce que j'aime bien faire... Dis-moi tout. J'aime bien prendre le chocolat avec le thé. Une petite pastilles de chocolat en buvant ton thé, là, tu vas voir, là, la saveur du chocolat va se rehausser. La saveur du thé, il y a un mariage excellent entre le thé et le chocolat. Alors, quelques petites pastilles, on savoure notre thé le matin. Avec le café, c'est bon aussi. Oui. Quelques petites pastilles, ça peut Avec aller là. le vin aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, C'est non, peut-être? pas très bon au goût. Peut-être pas le goût. Le mélange. Écoute, c'est sûr que quelques petits chocolats après un beau sujet, Chacun ça ses peut être goûts, bon. par exemple. Mais ensemble, vin et chocolat, c'est moins gagnant que thé et chocolat. vrai. Je suis Alors, d'accord. vous l'essayerez pour voir si, qu'est-ce que vous préférez. Effectivement, on peut aussi faire fondre un peu de chocolat, le mettre sur ses fruits le matin, en mettre un petit filet sur ses crêpes. On peut l'utiliser finalement avec parcimonie. On parle d'un 30 à 40 grammes de chocolat par jour, à peu près un huitième de Donc tasse ça, à un c'est quart de un tasse. huitième de tasse. Puis, pourquoi s'en priver finalement si on peut l'utiliser comme ça avec modération? Et ça oui, a pourquoi aussi pas? des effets psychologiques, hein? Les endorphines, ça stimule nos hormones du plaisir, si je peux dire. Et c'est tellement bon. Hein? On s'entend que c'est probablement la meilleure raison pour laquelle on doit manger du chocolat. Alors, Merci beaucoup, Marie-France, pour tous ces conseils. Tu me donnes le goût de manger encore plus de chocolat. Donc, vie à la maison, vous pouvez goûter le chocolat avec un thé. C'est ce que tu nous suggères, une pastille de chocolat et... quelques pastilles de chocolat, si vous êtes capable de vous quelques limiter à pastilles une, ça m'étonnerait. Alors moi, j'adore le chocolat. Si vous voulez aller voir mon site web, j'ai une partie dévouée juste à ça. Parfait. Merci beaucoup, Marie-France. Merci. Du hockey midget 3A, le Rousseau Royal de Laval-Montréal connaît une saison difficile. La troupe d'André Wilsey a rebondi en signant 2 victoires en fin du mois dernier à Amos. Et avec ses 6 points d'Amos, Michael Lafrance, c'est ici au premier rang des pointeurs en égalité avec Maxime Dubé. Du même coup, le Rousseau Royal, l'équipe de dernière place au classement général, se rapproche des 5 points des Forestiers et d'une place en série éliminatoire. Et l'entraîneur André Wilsey a affirmé que ça fait beaucoup de bien. Nous gardons le cap, par contre, sur notre objectif de faire les séries. Laval-Montréal a signé un gain 5-1 face aux Forestiers d'Amos le 17 janvier dernier. Et l'entraîneur a affirmé aux journalistes que l'équipe y vont d'un match à la fois. Ce sont des parties de 4 points. Donc, l'équipe est confiante. Il est conscient, par contre, qu'ils doivent terminer la saison en force. De retour en studio avec notre invitée athlète de la semaine, Andréane Ballard, patineuse artistique pour le Club de patinage de Laval. Rebonjour à vous deux. Merci. Pour continuer, j'aimerais qu'on aborde un petit peu plus la discipline, le patinage artistique. Tout à l'heure, on se parlait, avant d'entrer en ondes, toi et moi, des différentes divisions qui existent dans la discipline, c'est-à-dire que tu as commencé comme étant patineuse dans un groupe synchronisé, Oui. mais maintenant, tu fais quelque chose de totalement différent. Donc, pourrais-tu m'expliquer un peu la différence entre ça? En fait, bien, il y a plusieurs disciplines dans le patinage OK. artistique. Moi, j'en ai pratiqué, mettons, 3 là-dedans. J'ai fait du style libre, des sauts, des trucs un peu plus... Plus artistique, C'est solo. ça, c'est ça. OK. J'ai fait du synchro en équipe. On est 16 sur la glace. Puis ça, c'est plus compétitif. Tu sais, il y a beaucoup de compétitions. Mettons, il y en a peut-être 6 par année. Puis il faut que tu partes toute la fin de semaine. Puis c'est partout. Et en Ontario, j'ai voyagé partout avec ça. J'ai été à Vancouver, à Terre-Neuve, à Halifax. Je les ai toutes faites. De là d'avoir une bonne gestion du temps, oui. Exactement. Puis là, en ce moment, je fais ça plus récréatif.
qu'est-ce que je pratique en ce moment, ça s'appelle des artistiques. Puis ça, dans le fond, c'est plus... Dans le fond, c'est artistique. Dans le fond, tu mets un thème à ton numéro, puis il faut que le juge il soit capable de voir le thème là-dedans, puis qu'il puisse juger que tu l'interprètes bien. Donc, c'est l'interprétation d'un personnage. C'est vraiment, c'est ça. L'interprétation, ça peut être un personnage, ça peut être un thème. Tu sais, tu peux faire un cow-boy avec un lasso, mais tu peux aussi faire comme l'amour, un sentiment. Il faut juste que le juge soit capable de voir ça dans qu'est-ce que tu fais. Donc, est-ce que tu dirais qu'il y a peut-être un peu moins de nervosité, justement, dans une performance artistique par rapport à une performance compétitive? Avec ton équipe Avec synchro, une équipe que ou tout dépend au niveau de solo? la synchrone. Non. Non? La nervosité est la même? Bien, en fait, je dirais que la nervosité est plus là parce que tu es tout seul sur la glace, premièrement. Puis, tu sais, si toi, tu vois ton solo, tu vois que tu fais quelque chose, puis toi, ça te fait penser à l'amour, bien, le juge va peut-être pas le voir comme ça. C'est très subjectif. C'est vraiment subjectif. Il faut vraiment que ça se voit. Tandis qu'une équipe de synchro, on est 16 sur la glace. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu suives, puis il faut que chaque fille fasse son chose, parce que si elle met sa jambe un peu trop loin, elle peut enfarger quelqu'un d'autre, sauf que c'est, tu sais, le juge... C'est différent, c'est même pas comparable. Les réalités sont complètement différentes entre le volet équipe et le volet artistique. Exactement. Est-ce que le volet artistique, alors, se rapproche plus du volet solo, du volet individuel? Oui. Donc, à ce moment-là, parce que comme tu dis, quand je fais partie d'une équipe, la performance appartient à l'équipe. Oui, le juge va critiquer la performance de l'équipe, alors que quand je suis seul sur la glace, c'est moi et ma performance qui est critiquée. Comment on accueille ça comme athlète, cette critique de quelqu'un d'autre? Comment on gère ou comment on fait pour ne pas être trop affecté? Bien, quand on est en équipe, c'est encore plus difficile de recevoir ça parce que c'est toi qui peux faire changer toute l'équipe au complet puis de faire passer d'une première place à une deuxième place parce que tu as levé le bras là ou le là. Ça paraît, ça te fait enlever des points. Quand tu es toute seule, c'est différent. C'est toi-même, sauf que c'est juste toi qu'on va... Qu'on critique, qu'on juge. C'est ça. C'est pas plus dur à avoir, les commentaires, sauf que c'est moins... Tu sais, quand tu es en équipe, c'est plus... Tu n'amènes pas l'équipe au complet avec toi. Mais tu vois, j'aurais cru que ça aurait pu être le contraire. Parce que quand tu es en équipe, souvent, c'est comme si ça paraît peut-être un petit peu moins. Donc, quand tu reçois une critique, c'est tout le monde qui reçoit la même critique. Donc, on réussit ou on perd en équipe, comme on dit, non? Oui, bien, c'est peut-être moi que ça m'affectait plus parce que moi, je suis très perfectionniste. Puis, la moindre chose que je faisais pas correct, mais je me sentais mal pour le reste de l'équipe. Pour l'impact que ça pouvait avoir sur la performance. Comme pour moi-même, de recevoir un commentaire, c'est sûr que, tu sais, si elle me dit « j'ai vraiment pas trouvé ça beau », là, ça va m'affecter, mais qu'elle me dise hey, « moi, je mettrais un petit peu plus de tonus, puis je lèverais un peu plus la tête, puis ça a l'air plus d'un tango » ou quelque chose comme ça, j'aime ça, recevoir des commentaires comme ça. Alors, donc, c'est sûr qu'il y a une façon de critiquer, il y a une façon au niveau d'un juge ou au niveau d'un coach, j'imagine aussi, parce qu'il doit y avoir aussi un travail qui est fait dans ton développement, dans le développement du thème? Oui. Bien, en fait, ma coach, elle va vraiment, elle sait quoi me dire. Elle sait exactement qu'en pratique, moi, je suis pas équivalente en compétition. Moi, j'aime ça, travailler expression, puis tu peux même pas comparer les deux. Je suis 100 fois meilleure en compétition parce que j'ai le stress, puis c'est ça que j'aime. L'adrénaline. C'est ça, fait qu'elle... Les gens pour t'encourager aussi. Exactement. Fait que dans le fond, ma coach, elle sait que même si pendant la pratique, c'est so-so, que le soir même, quand je vais faire ma compétition, ça va être top, là. Totalement différent. Exactement, oui. Est-ce que justement, cette relation-là avec ton coach t'a permis de connaître ou de vivre des situations peut-être un petit peu plus stressantes, de par le fait que la relation elle est proche entre toi et ton coach, elle sait comment s'approcher? Est-ce qu'il y a déjà eu des absences ou est-ce que tu as déjà fait des compétitions où elle n'était pas là puis tu as vécu la compétition de façon différente? Différente, oui. Oui, en fait, bien, comme ma coach, moi, c'est comme ma deuxième mère. Là. Je la connais depuis toujours. Là, elle est vraiment proche, puis elle me connaît par cœur. Puis à une compétition, elle ne pouvait pas venir. Elle avait un empêchement, puis ça a été quelqu'un d'autre qui l'a remplacée. Puis c'était vraiment différent. J'avais pas la même routine, je faisais pas la même chose.
ma coach, elle me fait tout le temps visualiser mes affaires, puis l'autre, elle sait pas, elle me connaît pas. Fait que c'est différent. c'est différent. Quand je suis embarquée sur la glace, j'étais toute mélangée. On dirait que je savais plus s'il fallait que je commence d'un bord ou que je commence de l'autre, tandis que si ma coach, elle avait été là, ben, elle me l'aurait dit. Donc, il y avait comme perdu des repères, perdu une façon de se préparer. Puis, tu sais, pour faire le lien avec la gestion du temps ou la structure de l'organisation, est-ce que tu penses que, comme athlète, on ne gagnerait pas ou ça ne nous faciliterait pas de performer ou d'être moins stressé si on était, moi je dis toujours, confortable dans l'inconfort? Tu sais, d'être en mesure de s'adapter à, un événement, un changement d'horaire, je devais passer en matinée, finalement, je passe en après-midi ou en fin de soirée. Comment tu vois cette adaptation-là, peut-être pour toi, puis peut-être de façon plus générale au niveau des athlètes? Mais en fait, je crois que pour tous les athlètes, ça serait la meilleure chose d'être capable de changer du tout au tout, puis ne pas avoir de routine. C'est ça qui serait le meilleur, parce que, tu sais, n'importe quoi, ça peut changer, puis tu peux pas prédire qu'est-ce qui va arriver. Donc, c'est sûr que ça serait d'être confortable dans son inconfort, ça serait parfait, sauf que tu es tellement concentré dans tes choses, puis tu veux tellement pas que ça se mélange, puis que tu réussisses pas à faire tes choses, que je crois pas qu'aucun athlète serait vraiment capable de faire ça, en fait. Bon, ben Andréane, merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une compétition, il y a quelque chose qu'on peut te souhaiter là, dans le prochain? En fait, j'ai quelques compétitions encore dans la région, là, à la chute, à Vaudreuil, je pense, puis j'ai les championnats provinciaux là, qui s'en viennent aussi. Bon, on souhaite bonne chance pour toutes ces compétitions-là, puis bon succès. Merci. Ça fait plaisir. Une première réussie pour la classique hivernale, tout comme dans la Ligue nationale de hockey. Le Hockey Région Laval a tenu la première classique hivernale le 17 janvier dernier au Centre de la Nature et le président de Hockey Région Laval a affirmé que c'est une première réussite et que tout le monde semblait apprécier malgré le froid. Les joueurs Giannino Lombardi, Anthony Silla, Charles Loca et Nicolas Di Marco ont dirigé l'attaque des Patriotes de Laval dans le jeu blanc de 4-0 face au National de Montréal dès les Pee-Wee 3A. Les Étoiles de Monteuil ont surpris le Rocket de Laval-Nord avec un triomphe de 5-4 dans la section Pee-Wee A. Et les Rebelles de Laval-Montréal Pee-Wee 2A féminin ont eu une défaite de 2-0 face au Select du Lac-Saint-Louis. Le président de Hockey Région Laval a également affirmé que ce sont des matchs qui comptent pour le classement de la saison régulière. L'expérience est concluante et pourrait être répétée l'année prochaine. Passons maintenant à la chronique Coaching mental CMP, où cette semaine, on regarde le stress, ses sources et sa gestion. On essaie de regarder est-ce qu'il est nécessaire de s'organiser ou de planifier pour mieux gérer son stress. À prime abord, il faut comprendre d'où vient le stress. Quelle est la source principale et comment on peut l'expliquer? Donc, dans toute situation, et je vous dirais dans toute performance, le stress va être nécessaire pour bien performer. Dans le jargon athlétique, on dit on ne peut pas performer si on est flat. Je peux pas faire connaître un bon match ou je ne peux pas connaître une bonne performance si je n'ai pas ce dynamique-là, ce dynamisme-là, cette activation présente dans moi, dans ma performance, au niveau physique, au niveau mental. Donc, le stress, il est important pour performer et il doit être présent jusqu'à un certain niveau. Si je dépasse un niveau, si je vais au-delà d'un certain niveau, c'est sûr que mon stress va devenir une source négative et va peut-être justement affecter de façon négativement ma performance. Donc, ce n'est pas de bien gérer, mais il faut plutôt l'accepter. Il faut plutôt le garder en contrôle. Il faut être en mesure de voir à quel niveau je vais être dans ce qu'on appelle une zone de performance optimale. À quel niveau est-ce que mon activation va m'aider dans ma performance? À quel niveau est-ce qu'elle va contribuer à améliorer ma performance? Le stress vient principalement de mes perceptions. Si je me retrouve dans une situation où j'ai une perception où je possède les qualités, qu'elles soient physiques, mentales, techniques, stratégiques, pour atteindre mon objectif, j'aurai pratiquement peu ou pas de stress. Si je suis dans une situation, au contraire, où j'ai l'impression qu'il me manque du temps, qu'il me manque des compétences, qu'il me manque des habitudes, c'est sûr que là, je vais être comme dans une situation où je ne me sentirai pas compétent, je ne me sentirai pas à la hauteur.
Et c'est cette perception-là ou ce gap-là qui va faire en sorte que je vais être stressé, être nerveux dans cette situation-là. Donc, si je veux maîtriser, si je veux mieux gérer ou mieux accepter mon stress, c'est de travailler sur ma perception. Soit que je réévalue si la perception que j'ai de la situation est valable, est valide. Est-ce que j'ai vraiment besoin de plus de temps? Est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes ces habiletés-là ou de toutes ces aptitudes-là? Parce que dans n'importe quelle situation, je vais avoir une perception d'un niveau X de ce que ça me demande pour réatteindre mon objectif. Et je vais avoir aussi une perception d'un niveau Y par rapport à ce que je crois être capable et ce que je possède comme compétence, comme aptitude, comme habilité. Donc, est-ce que j'évalue bien la situation et est-ce que je m'évalue moi bien ou mes compétences dans la situation? Donc, ça va être en jouant avec ces deux perceptions-là que je devrais venir réduire le stress ou la nervosité que j'ai à vivre. Donc, je peux le faire de façon à identifier justement mes aptitudes, à identifier mes habiletés. Je peux le faire aussi avec une planification plus serrée, avec une planification qui va me permettre d'avoir peut-être des alternatives. Donc, en développant mon sentiment de compétence, en développant ma perception où je peux livrer la performance, je vais à ce moment-là réduire mon stress. Donc, vous voulez avoir des outils pour gérer ou accepter mieux votre stress. Vous voulez comprendre comment la préparation mentale peut vous aider en ce sens-là. Je vous invite à visiter notre site www.cmpcoaching.ca et à vous inscrire à notre infolette. Au football, maintenant, 8 porte-couleurs des Loups de Curie-Antoine Labelle ont retenu l'attention au banquet de la Ligue de football juvénile scolaire dans la catégorie juvénile 18 janvier dernier au centre de congrès d'exposition de Lévis. Le quart arrière Benjamin Lapierre a remporté le titre de joueur offensif de l'année et Axel Étienne Yambada a été nommé joueur par l'excellence au Québec. Les autres honneurs viennent au porteur de ballon Samuel Makwanda et au receveur de passe Samuel Emilius et au joueur de la ligne offensif William Durocher, demi-offensif Jérémy Angelo et du joueur de la ligne défensive Darley Casius. Ils ont tous été choisis au sein de l'équipe d'étoiles du circuit juvénile de la Division 1. Les dirigeants du circuit ont également souligné l'excellence des Loups qui ont remporté le bol d'or de la formation lavalloise et ont reçu le trophée Jacques Gauthier qui a été remis aux champions du calendrier régulier. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de Sport Neuf Laval pour la semaine. Donc, on va remercier toute notre équipe en studio ainsi que nos invités. Merci à toi, Michel, d'avoir été là. Merci pour toi, Sarah. Ça fait plaisir. Et puis, en terminant, on vous invite à venir répondre à notre question sur notre compte Twitter Sport Neuf Laval, sport avec un S. On veut savoir, pensez-vous qu'il est possible d'être trop organisé? Toi, Michel, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que oui. Je pense que la structure ou l'organisation ou la planification d'un athlète doit l'aider à être relax et à être confortable dans la performance, mais il faut être aussi en mesure de s'adapter, de gérer les imprévus ou de gérer les petites modifications dans un programme ou dans une structure. Toi, de ton côté, comment tu perçois ça? Bien, moi, je pense qu'on peut pas être trop organisé. Je crois que l'organisation, c'est une bonne facette dans la vie de tous les jours. C'est un bon outil, que ce soit à l'école, au travail, dans une discipline sportive. Je trouve qu'on peut pas être trop organisé, mais en même temps, il faut être ouvert à la flexibilité. Donc, il faut être capable de jouer avec son horaire, comme on dit. Je crois qu'un équilibre aussi, c'est important. Parfait. On veut savoir ce que vous en pensez, donc venez répondre à notre question. Et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.